Merci à tous d'être présents à ce nouveau rendez-vous de Centre-Ville en mouvement, rendez-vous en webinaire, puisque c'est devenu un peu notre outil du quotidien pour tous ceux qui travaillent à distance aujourd'hui, et ils sont très nombreux en télétravail grâce à ces formidables outils. Donc c'est bien l'occasion de parler aujourd'hui de numérique, de transition numérique. Si l'année 2020 était l'année du Covid ou de la Covid, ça a été aussi l'année du numérique, puisque cette croissance que l'on connaît à 2 chiffres pour tout ce qui est e-commerce et autres acteurs de ce secteur d'activité, eh bien, nous a touché de près dans les centres-villes. C'est devenu un sujet véritablement d'actualité. Alors, pour Centre-Ville en mouvement, ça fait bien des années que l'association se penche sur ces sujets, organise des ateliers et en parle à l'occasion des assises de centre-ville ou des états généraux qui s'étaient réalisés en janvier 2019 à Aix-en-Provence. Mais 2020 a été aussi l'occasion de se rendre compte de tout l'apport que pouvait avoir le numérique, le digital, notamment dans la problématique de l'activité à distance, de cette distanciation forcée à cause des mesures sanitaires, qui a donc forcé les commerçants à franchir le pas. Alors, beaucoup l'avaient déjà franchi, mais beaucoup étaient un peu en retrait, faute de temps, de compétences, de moyens, et parfois par résistance aussi culturelle. Et donc 2020, et maintenant 2021 encore davantage, on est vraiment une période de transition numérique qui va toucher le plus grand nombre, aussi bien les salariés, donc les télétravailleurs, que les acteurs de tout ordre, que ce soit les médecins et tous les acteurs économiques de proximité, et bien entendu les commerçants et artisans qui s'y sont mis. Beaucoup d'initiatives ont été développées dans les territoires et beaucoup de plateformes, notamment digitales de territoire, ont été créées. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est une année d'expérience, une année aussi d'innovation. Et donc, on est là pour en parler aujourd'hui avec notamment donc, Monsieur Roger qui nous parlera tout à l'heure des aides qui sont mises à disposition par l'Agence nationale de l'acquisition des territoires pour aider les villes, les collectivités, les EPCI à mettre en place des solutions innovantes pour accélérer la transition numérique au profit du petit commerce, de l'économie de proximité et des centres-villes. Voilà, Monsieur le maire, Monsieur Robinet, si vous voulez bien nous dire un petit mot peut-être pour inaugurer cet atelier d'aujourd'hui. Merci de ta présence, Arnaud. Merci, cher Pierre, cher Renaud, mesdames et messieurs. En tout cas, ravi de pouvoir participer à ce webinaire concernant la numérisation, en tout cas l'apport du numérique pour nos commerces, pour nos centres-villes. Renaud a dit beaucoup de choses et je ne peux qu'aller dans ce sens. On l'a vu, la période que nous traversons encore actuellement, notamment au moment du confinement, nous avons dû, collectivités, villes, EPCI, bien sûr, avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, nous adapter. Alors adapter, c'est être aussi des facilitateurs parce que les premiers qui sont adaptés au numérique pour continuer leur activité ont été bien sûr les commerçants, les restaurateurs en premier lieu, et que le rôle des collectivités est bien sûr de pouvoir accompagner ces acteurs économiques dans cette évolution et notamment de l'apport du numérique dans leur activité. Alors beaucoup d'initiatives ont été mises en place, soit par des structures associatives, je pense notamment aux différentes associations de commerçants, de centre-ville, ici à Reims, les vitrines de Reims, mais également les chambres de commerce. À titre d'exemple, ici, la CCI a mis en place avec la Chambre des métiers une plateforme J'achète en local qui a permis à un certain nombre de commerçants, mais également de producteurs, d'artisans, de pouvoir continuer une activité, alors certes pas équivalente à celle qu'ils pouvaient avoir avant la crise, mais en tout cas de permettre de continuer à travailler et à pouvoir continuer à avoir un lien avec leurs clients. Alors derrière tout ça, bien sûr, c'est une évolution. Si certains commerçants peuvent s'adapter rapidement, d'autres non. Il y a aussi peut-être une question générationnelle parmi nos commerçants et je le dis à titre personnel, moi dans ma famille, je suis issue d'une famille de commerçants avec des plus jeunes et des moins jeunes. Je vois mon papa qui a plus de mal à s'adapter au numérique. Par contre, mon frère qui lui a pu vendre en tout cas un certain nombre de ses collections via le numérique. Donc on le voit, il y a un accompagnement qui est nécessaire à faire pour l'ensemble de nos acteurs, l'ensemble de nos commerçants. Mais au-delà des commerçants, c'est aussi le rôle des collectivités et des villes
des centres-villes notamment, comment les collectivités peuvent être accompagnées, soit par des plans, et notamment au niveau de l'État, même si on ne doit pas tout attendre de l'État, et on doit aussi innover localement et prendre aussi nos responsabilités, mais pour numériser l'ensemble des services, mettre le numérique au service de nos populations, en termes d'information, de communication, d'accompagnement, d'échange autour de l'événementiel, autour du commerce, autour de la vie de nos cités, notamment de nos centres-villes. Donc c'est un enjeu primordial dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Et je remercie en tout cas Centre-Ville en Mouvement de nous permettre d'échanger sur les différentes expériences qui peuvent être les nôtres et surtout d'échanger sur les attentes des forces vives de nos territoires, c'est-à-dire notamment bien sûr de nos commerçants. Voilà. Merci, monsieur le maire, monsieur le premier vice-président de Centre-Ville en Mouvement. Je te laisse la parole, Renaud. On va, Laurent, Roger, vous faire intervenir, mais je tenais à remercier l'État pour ce que vous mettez en place, et notamment l'Agence nationale de la cohésion du territoire, qui a pour but de tout rassembler, et pour nous, c'est extraordinaire aujourd'hui parce qu'on a un interlocuteur, et quand on demande un interlocuteur, on nous donne les bonnes personnes. Voilà. Merci, merci Pierre. Donc, avant de vous donner la parole, monsieur Roger, donc juste pour vous situer, vous êtes à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, émanation opérationnelle du ministère de la cohésion des territoires, et qui accompagne les collectivités, notamment dans Action Cœur de Ville, mais également le nouveau dispositif pour les plus petites villes, les dites petites villes de demain, donc le dispositif pour les villes de moins de 20 000. Et vous êtes en charge, vous êtes délégué général, délégué en charge du numérique. Donc vous allez nous parler à la fois de la politique mise en œuvre aujourd'hui par le gouvernement pour accompagner dans ce plan de relance 2021 les territoires dans la transition numérique nécessaire, notamment pour tous ceux qui étaient un petit peu en retard, hein, on pense au petit commerce, à l'artisanat et à d'autres qui sont si utiles dans les économies de territoire et dans la dynamique de centre-ville. Et vous allez parler aussi des aides concrètes, financières ou en ingénierie que vous prévoyez de mettre en place. Voilà, on vous écoute. Merci encore d'être là, monsieur Roger. La parole est à vous. Juste un petit mot avant que vous commenciez, dire qu'il faut bien couper tous les micros et que les questions seront regroupées, vous les mettez par chat, elles seront regroupées, et la personne qui posera les questions, qui seront sur le chat, qui va regrouper les questions, c'est Constant Papillon-Amblard, qui travaille avec nous, donc qui va faire jouer ce rôle. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment ravi d'avoir cette occasion ce matin d'échanger avec vous sur la question du numérique dans les territoires. Alors je sais que vous êtes effectivement régulièrement en contact avec certains de mes collègues qui traitent plus particulièrement des questions des centres-villes, que ce soit à travers le programme Action Cœur de Ville ou le programme Petite Ville de demain. Voilà, mais c'est vrai que le numérique, finalement, il est extrêmement transversal, il est de plus en plus, et il est au cœur de beaucoup de problématiques qui concernent les centres-villes. Et quelque part, bon, monsieur le maire l'a dit, hein, la crise sanitaire elle a vraiment mis en exergue cette place du numérique dans tous les services du quotidien, et à la fois l'opportunité qu'il peut représenter pour ceux qui savent se saisir de ces outils, de ces technologies, mais également la menace qu'il peut représenter pour tous ceux qui en sont plus éloignés. Alors, au sein de l'ANCT, donc, comme cela a été indiqué, je dirige les programmes qui ont trait au numérique. Donc, ça concerne à la fois les questions liées aux infrastructures. Donc, on a en particulier le programme France Très Haut Débit, hein, qui vise à apporter le très haut débit sur tout le territoire d'ici 2022, hein, et à généraliser en particulier le déploiement de la fibre optique.
Donc ça, c'est vraiment un chantier qui avance aujourd'hui à toute vitesse, même si la tâche est importante et même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour aller fibrer jusqu'au bout notamment de nos campagnes. On a le pendant pour la téléphonie mobile, qui est le programme France Mobile, qui vise à généraliser la 4G, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça dans les territoires ruraux qui est la préoccupation principale, de pouvoir utiliser Internet sur son mobile dans des bonnes conditions pour pouvoir accéder à tous les services du quotidien. Voilà, et donc là aussi, on est dans une phase active de mise en œuvre de ce programme avec chaque semaine des mises en service de pylônes à des endroits qui ont été définis par des collectivités territoriales localement pour répondre à des priorités locales. Donc ça, ce sont nos deux programmes qui sont tournés vers les infrastructures et deux programmes plutôt tournés vers les usages. Un qui s'appelle Société numérique, qui traite en particulier de toutes les questions d'inclusion numérique. Donc comment on fait en sorte que finalement on ait moins de 13 millions de personnes qui se sentent éloignées du numérique. Et un deuxième programme qui est Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui traite de la question des tiers-lieux, qui sont ces lieux hybrides, qui rassemblent différents types d'activités et qui peuvent être extrêmement porteurs d'initiatives, de création de valeur, etc. et qui sont souvent d'ailleurs présents dans des centres-villes. Voilà. Et on a par ailleurs un petit dernier sur lequel je vais revenir plus en détail ce matin, qui est un incubateur de services numériques qui s'appelle l'incubateur des territoires. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces actions parce que ça serait un peu long, mais je vais me concentrer sur 3 dispositifs qu'on met en place dans le cadre du plan de relance. Et le premier en particulier dans le cadre de cet incubateur de services numériques. Alors je prépare une petite présentation que je vais essayer de vous présenter, de vous partager. Est-ce que vous la voyez ? Oui, très bien, impeccable. Alors, il faut juste que je la mette en plein écran. Voilà, ça doit être encore mieux. Voilà, alors l'incubateur des territoires, c'est une équipe qui vise à construire avec les collectivités territoriales des services publics numériques qui viennent répondre à des besoins très concrets des territoires, des besoins de politique publique dans des domaines très variés. Et donc, on avait la volonté avec la création de cet incubateur à la fois de favoriser l'innovation des territoires à travers le numérique, de répondre à des besoins d'outillage des collectivités territoriales, parce qu'on sait que voilà, ça reste quand même un domaine dans lequel les collectivités n'ont pas forcément accès aux bons outils, ou des outils pas adaptés, ou des outils trop chers. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire. Et troisième mot d'ordre également, favoriser le partage, les gouvernances mutualisées, la mutualisation des outils. On sait qu'il y a des tas de choses extrêmement intéressantes qui se font dans différents endroits en France, mais bien souvent, ça reste ponctuel et voilà, ça reste difficile pour les collectivités territoriales d'organiser ce partage qui permet de pérenniser dans la durée les solutions. Et donc, on a inscrit l'incubateur dans une double logique. D'abord, permettre l'émergence de services numériques de qualité pour répondre à des problèmes concrets, donc vraiment les inscrivant dans des politiques publiques qui sont portées par les collectivités territoriales, et d'autre part, accompagner le passage à l'échelle de projets qui sont démarrés localement en pensant des gouvernances plus larges, partagées entre différents niveaux de collectivités, et d'ailleurs aussi avec des acteurs qui peuvent être des acteurs privés, des acteurs associatifs, voilà, pas uniquement des acteurs publics. Alors, pour vous donner un exemple de quelques-uns des projets qu'on a initiés dans le cadre de l'incubateur. Bon, l'incubateur, c'est une initiative qui est encore jeune, hein, on l'a lancée avec la NCT, donc il a fêté son premier anniversaire tout récemment, mais on a déjà un portefeuille
de projets qui voilà, illustrent ce que l'on cherche à faire à travers cet incubateur. On a par exemple un projet qui s'appelle Histologe, qui traite de la problématique des logements insalubres et de leur diagnostic technique. C'est un projet qui a été initié à Pau, qui évidemment répond à une problématique que l'on retrouve dans beaucoup de territoires. Et voilà, l'incubateur va nous permettre d'accélérer ce projet et de le généraliser. Laurent, juste, mettez-vous pas sur diaporama parce qu'on ne peut pas voir défiler le PowerPoint. Voilà. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, très bien. OK. Donc, on a un deuxième projet qui est Aidant Connect. Aidant Connect, ça vient en appui de notre politique publique d'inclusion numérique. C'est remplacer le petit carnet papier qui contient les mots de passe et les logins utilisés par les aidants pour accompagner des personnes qui sont éloignées du numérique dans leur démarche du quotidien. Bon, je ne vais pas tous les détailler. Pour donner un dernier exemple, Comobi, c'est un projet de mobilité partagée en territoire rural qui a été initié dans le département du Lot. Voilà, qui donc peut s'appliquer à d'autres territoires. On a également Rendez-vous Solidarité qui a été porté par quelques départements, qui permet notamment de gérer la question de la prise de rendez-vous dans des services sociaux et de l'annulation de rendez-vous. Voilà, où là aussi on accompagne le projet notamment dans la définition d'une gouvernance qui soit plus large et dans sa pérennisation et dans sa généralisation à l'ensemble du territoire. Et sur l'ensemble de ces projets, on applique une méthodologie qui a été développée par la direction interministérielle du numérique, qui s'appelle Startup d'État ou Startup de territoire. Enfin, l'idée, en gros, c'est d'être le plus agile, le plus en mode itératif dans la conception des produits. Donc, de commencer petit, de tester très vite les solutions qu'on développe avec des utilisateurs réels, et puis de voir ce qui doit être amélioré, comment on peut répondre au mieux aux besoins, ou éventuellement d'ailleurs si on se rend compte que le projet n'a pas vraiment d'adéquation avec les attentes cibles, à ce moment-là on l'abandonne et on passe à autre chose. Mais voilà, donc dans un mode très agile, très itératif et vraiment tourné vers la résolution de problèmes, la résolution de différents irritants que l'on peut rencontrer, que les collectivités territoriales peuvent rencontrer au quotidien. Alors, l'offre de service, elle se décompose en 3 étapes qui vont de l'amont vers l'aval. On a la phase la plus amont, c'est le programme d'investigation. Donc là, c'est pendant quelques semaines avec l'appui de designers, de spécialistes de problématiques de politique publique. On cherche à examiner un irritant, un problème qui se pose, qu'un agent de collectivité se pose ou qu'il a repéré sur son territoire. Et on essaye de voir quelles pourraient être des pistes de réponse face à ce problème. Et dans certains cas, on va se rendre compte qu'effectivement, il peut y avoir une réponse sous la forme d'une solution numérique. Et dans d'autres cas, la réponse peut être d'une autre nature. Voilà. Et puis dans d'autres cas, on peut se rendre compte que c'est trop compliqué pour apporter dans l'immédiat une réponse au problème. Voilà. Mais au moins, on s'est posé la question de quelle approche nouvelle, quelle approche un peu innovante on peut trouver pour solutionner des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et dans pas mal de cas, finalement, on va se rendre compte qu'avec des outils numériques relativement simples, on arrive à apporter une réponse qui vraiment va changer la donne. Vous voyez, c'est par exemple sur la problématique des aidants, ce que je citais tout à l'heure.
lorsqu'on remplace un carnet papier par un site web, une plateforme numérique bien faite, qui permet de manière tout à fait transparente de gérer toutes ces problématiques de login, mot de passe, qui permet d'avoir une traçabilité, qui permet de sécuriser l'aidant, la personne qui est aidée, etc., on change vraiment la donne pour des centaines de milliers de personnes qui ont recours à ce type de solutions dans leur quotidien pour accéder à toute une série de services. Et donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée, c'est l'incubation des services numériques en eux-mêmes. Donc c'est comment on construit des projets numériques, comment on construit des solutions numériques qui viennent répondre aux problèmes qu'on a identifiés. Donc là, on est sur une logique de développement plus long, sur plusieurs mois déjà pour avoir un premier prototype, et puis après itérer et puis faire passer à l'échelle la solution. Et enfin, le troisième étage de la fusée, c'est la question de la construction de ce qu'on appelle la construction de commun. Finalement, c'est la question de comment on pérennise ces solutions au travers de gouvernance partagée entre l'État, les collectivités, et comment on favorise la mutualisation entre les collectivités pour s'assurer que le projet il a un modèle économique dans la durée, que c'est pas juste quelque chose de one shot qui finit dans un carton une fois qu'on a fini les développements, mais qu'au contraire on est capable de faire vivre le projet, on est capable d'aller encore plus loin dans son utilisation, dans sa diffusion. Voilà. Et ça évidemment, bon, c'est quelque chose qui vient en bout de course une fois qu'on a le produit, mais qu'on essaye d'intégrer dans la réflexion dès le départ. Donc on travaille beaucoup aussi avec les collectivités qu'on accompagne pour justement bien intégrer cette réflexion en amont au moment du lancement du projet et pas juste une fois que la solution numérique est développée. Alors, dans le cadre du plan de relance, il y a une action qui s'appelle transformation numérique des collectivités territoriales. Qui comporte 3 volets, dont le premier qui est celui sur lequel je vais rentrer plus en détail aujourd'hui, qui est piloté donc par l'ANCT et qui vient vraiment en appui de cette approche que je viens de décrire au travers de l'incubateur. Puisqu'on a donc 30 millions d'euros pour développer, co-construire avec les collectivités territoriales des services numériques en partant des besoins des territoires. Et donc la méthode qu'on a choisie pour mettre en place ces financements, c'est plutôt que de faire d'énièmes appels à projets, bon, voilà, on voit bien les limites, hein, notamment en termes de concentration sur finalement des acteurs qui ont déjà une assez forte capacité à faire par eux-mêmes, et puis aussi peut-être une capacité plus limitée à faire ressortir les sujets les plus importants, c'est d'avoir une démarche qui soit la plus participative possible. Donc en lançant au travers d'une plateforme numérique, donc vous avez l'URL ici, mon incubateur anct.gouv.fr, pour à la fois identifier les besoins de services et identifier aussi des services existants qui pourraient être généralisés à l'ensemble des collectivités. Et donc ça, c'est une consultation, ça démarre par une consultation qui est vraiment ouverte à tout le monde, en particulier à toutes les collectivités territoriales, qui ont des besoins, qui se disent tiens, là j'ai ce problème, je me dis que j'aurais bien besoin d'un outil numérique pour y répondre. En même temps, sur le marché, les outils qui existent, ça colle pas par rapport à mon besoin. Voilà, et donc très simplement, on peut aller sur ce site. C'est vraiment, enfin, l'expression de besoin peut être très synthétique, hein, voilà, pour partager cette proposition que l'on a, voir si elle recueille de l'écho auprès d'autres collectivités territoriales, et voilà, et avoir comme ça un échange pour chercher à faire émerger une dizaine, sans doute peut-être un peu plus, mais déjà dans un premier temps une dizaine de services numériques qui vont répondre à des besoins clés des collectivités territoriales. Alors, où on en est dans le processus? On a 4 phases.
On en est dans la dernière ligne droite de la première phase. C'est pour ça que c'est vraiment aujourd'hui un bon moment pour avoir cet échange, puisque la phase de consultation, elle est ouverte jusqu'au 15 mars qui vient là. Ensuite, on va rentrer plus dans une phase de consolidation, de hiérarchisation des propositions pour arriver à la sélection de celles qui seront financées et au lancement des projets en juin prochain. Et donc, voilà, là, il reste quelques jours pour, si vous avez de bonnes idées, les partager sur la plateforme ou d'ailleurs éventuellement réagir par rapport à des propositions qui ont été faites par d'autres, indiquer qu'effectivement ce sont aussi des choses qui vous intéressent, voilà, faire éventuellement des contre-propositions. Donc l'outil est très malléable dans les possibilités qu'il offre. Et ce qu'on demande comme contribution, c'est pas des projets incomplets, c'est tout ficelé, voilà, ça peut être une simple expression de besoin. Donc vous avez tout à fait le temps, si vous avez des idées, de les partager dans les quelques jours qui restent d'ici au 15 mars. Et puis ensuite, dans la phase juste d'après, la phase 2, du 15 mars au 15 avril, d'indiquer les projets qui vous semblent les plus importants et ceux que vous souhaiteriez le plus ardemment voir financés dans le cadre de ce plan de relance. Juste, ouais. Laurent, une chose, si j'ai bien compris, donc nous pouvons proposer des dossiers, les collectivités peuvent proposer une idée, même si elle n'est pas complètement construite, même si on n'a pas tous les courriers qui vont avec le soutien de la métropole ou de l'agglo, etc. On présente le projet qu'on a, et puis après on peut le monter, ce projet, et on peut avoir jusqu'à 80% du financement, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc sur les idées, effectivement, on ne cherche pas des projets ficelés comme dans un appel à projet classique. Là, on est plus vraiment à partager des idées, des besoins, éventuellement voilà, des choses intéressantes que vous avez commencé à faire de votre côté, que vous pensez qu'il peut y avoir un intérêt à partager. Et puis nous, on va regarder dans toutes les propositions qui nous remontent, finalement, celles qui se rejoignent. Voilà, et on aura une phase de dialogue, une phase de consolidation pour voir comment, à partir de toute cette matière, on arrive à définir les projets. Et finalement, derrière, quelle est la meilleure manière de le faire? Est-ce que c'est en s'appuyant sur une solution qui existe déjà à un coin du territoire et en cherchant à la généraliser? Est-ce que c'est en partant sur un projet complètement nouveau dans lequel nous-mêmes, avec l'incubateur, on peut éventuellement mettre des capacités sous forme de développeurs pour contribuer au projet, éventuellement aux côtés d'autres collectivités qui ont elles-mêmes cette capacité? Ça peut être aussi en subventionnant un acteur qui porte un projet, par exemple, dans un mode open source, qui donc derrière peut être utilisé par mis à disposition des acteurs des territoires. Voilà, donc c'est effectivement très ouvert dans le mode de soumission des idées. C'est sûr que plus l'idée est construite, plus elle aura de soutien et voilà, plus ce sera facile pour nous de la financer et de la mettre en œuvre. Mais en tout cas, au niveau de l'approche, ça se veut volontairement très, très ouvert. Et comme vous le voyez, à date, on a déjà reçu 156 propositions en tout, 84 qui correspondent à des expressions de besoins et 72 qui sont des services qui existent déjà quelque part et qui peuvent concerner d'autres acteurs. Et pour illustrer le propos, je vous ai donné quelques grandes thématiques et quelques exemples de sujets qui ressortent à ce stade de la consultation. Donc on a des questions autour de l'outillage numérique des agents, par exemple, la question de comment je fais pour avoir un outil simple qui me permette de réserver les salles municipales. Donc voilà, des choses très, très concrètes. Les problématiques aussi, notamment là, sur les petites collectivités territoriales,
la vitrine numérique du site internet, quelque chose qui soit à la fois moderne, simple, pas trop coûteux et qui soit maintenable facilement et qui soit vraiment tourné, adapté aux spécificités des collectivités territoriales et notamment de petites communes. Toutes les problématiques autour de l'open data, du partage de la donnée, de la standardisation de données. On a par exemple sur ces questions de données une proposition autour d'un référentiel national des commerces, voilà, donc un sujet qui évidemment concerne très directement les centres-villes. Aussi pas mal de projets autour de tout ce qui est le développement de l'économie locale, donc les circuits courts, le commerce de proximité, et voilà, et globalement comment je fais pour dynamiser avec le numérique mon tissu d'acteurs locaux et susciter, créer de nouvelles dynamiques. Voilà, mais je vous invite vraiment à aller sur la plateforme et aller voir par vous-même les idées, voir si ça vous parle et voir si vous avez d'autres choses en complément. Et ça peut être aussi, juste, je complète vos propos, c'est la partie, par exemple, on a une idée, par exemple, de Drive. Le Drive, on sait que c'est pas numérique, entre guillemets, mais par contre, ça part du commerçant en numérique et tout. Donc, voilà, c'est aussi parfois des choses qui aident à se numériser, qui aident, ou les bureaux partagés. On a vu que pendant le Covid, là, pendant cette crise, tout le monde fait du télétravail. Ça peut être aussi des bureaux partagés qui ont besoin de plein de choses au niveau numérique. Absolument. Hein. Notre idée, c'est surtout pas de faire du numérique pour le numérique, c'est vraiment du numérique au service des politiques publiques locales. C'est vraiment du numérique qui a de l'impact pour les entreprises, pour les citoyens, pour la relation entre la collectivité et les citoyens. Voilà, c'est vraiment ça qu'on recherche. Et donc, c'est effectivement, ça peut être des projets dont certaines composantes vont dépasser purement la dimension numérique. Alors, pour qu'on ait vraiment au maximum de valeur, voilà, il faut qu'il y ait quand même à un moment donné une brique, une composante, une plateforme ou quelque chose qui ait ces dimensions numériques. Voilà, mais effectivement, l'objet et le projet lui-même peut aller au-delà de ça. Alors, monsieur Roger, vous l'avez dit, tout le monde peut participer. C'est pas réservé aux communes de petites villes de demain. Donc, l'ensemble des villes de France, y compris les intercommunalités, les EPCI, les métropoles, peuvent participer à cette consultation ? Absolument, la consultation est ouverte à l'ensemble des collectivités territoriales et même pour la première phase, la remontée phase de consultation, elle est même ouverte à d'autres types d'acteurs. Donc, par exemple, des acteurs associatifs peuvent également faire part de leurs idées, parce qu'on sait que les collectivités territoriales ont plein de bonnes idées, mais il y a aussi d'autres acteurs sur les territoires qui peuvent en avoir également, qui peuvent intéresser les collectivités. Donc, voilà, cette phase-là est très ouverte. Après, les phases ultérieures, en particulier la phase de hiérarchisation, seront réservées aux collectivités territoriales. Mais à tout type de collectivités, effectivement, pas uniquement celles qui font l'objet de politiques publiques prioritaires. Tout à l'heure, je mentionnais là, dans les différentes phases de l'offre de service le programme d'investigation, donc est la phase un peu d'idéation, la phase la plus amont pour chercher à creuser un problème avant de savoir si on le transforme effectivement ou pas en projet. Pour ce volet-là de notre offre de service, on a un ciblage plus particulier vers les collectivités territoriales qui font l'objet de politiques publiques prioritaires. Voilà, et donc on va chercher en particulier à aller voir des communes de petites villes de demain ou de cœur de ville ou voilà, ou éventuellement d'ailleurs des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ou, voilà. Donc on essaye de faire ce lien entre l'offre de service et la politique publique, les politiques publiques qui sont soutenues par l'ANCT. Mais là, au niveau de la consultation, on a fait le choix d'être le plus ouvert possible.
Alors, juste pour les collectivités, il y a plus d'une centaine de collectivités présentes et je tiens vraiment à les remercier d'être présentes ce matin. On est d'accord que à vos ordinateurs, si vous avez des idées, on vous les envoie et puis petit à petit, du moins, on a un mois pour compléter bien l'idée, vous envoyer tous les documents qui vont bien pour ça. Voilà, juste dites-nous la somme que vous allouez à ces projets dans le cadre du plan de relance. En tout, on a une enveloppe de 30 millions d'euros. Donc voilà, donc si on se dit qu'on est sur une quinzaine de projets, par exemple, ça fait 2 millions d'euros à peu près par projet. Donc ce qui fait vraiment, ce qui donne vraiment la capacité de porter l'idée à un niveau de matérialisation, de maturité, qui en fait un outil utilisable à large échelle par les territoires. Alors, on est vraiment dans cette idée de construire des outils qu'ensuite on pourra mettre à disposition aussi de l'ensemble des collectivités territoriales. Voilà, donc le dispositif, même si l'idée, vous n'avez pas la capacité à la porter par vous-même, mais qu'elle est reprise par d'autres, derrière, vous pourrez en bénéficier parce que l'outil qui aura été construit, il pourra être partagé et mis à votre disposition. Alors, Monsieur Roger, juste rappelons peut-être l'adresse du site et puis le mode opératoire très très simple que vous avez mis en place pour pouvoir participer à cette consultation. Donc, vous l'avez donné tout à l'heure rapidement. Donc, c'est mon incubateur. On y va. Donc, mon.incubateur. Ensuite, .act.gouv comme gouvernement.fr. Voilà, sur la page, on s'inscrit, d'abord une étape d'inscription. Une fois qu'on est inscrit, on peut donc faire part de ses besoins ou de ses propositions pour les sujets qui ont trait à la problématique numérique d'un territoire. C'est ça? Exactement. Bon, super. Ben, continuez. Alors, je continue. Donc, j'en ai fini pour cette première présentation qui était aussi, je vous rassure, la plus longue. Est-ce qu'on continue, éventuellement on prendra quelques questions à la fin? Ok. Oui. Donc le deuxième sujet dont je voulais vous parler, ce sont les conseillers numériques France Service, qui est donc un dispositif qu'on lance également avec le soutien du plan de relance. Donc là, c'est 250 millions d'euros dans le cadre du plan de relance qui sont consacrés aux problématiques d'inclusion numérique, avec un dispositif phare qui est ce dispositif conseiller numérique. L'objectif des conseillers numériques, c'est vraiment d'appuyer, soutenir les Français dans tous les usages quotidiens du numérique. Donc que ça soit pour travailler, pour la télésanté, consulter un médecin, que ça soit pour faire des transactions en ligne, pour échanger avec ses proches. Voilà. Finalement, ces services du quotidien, le numérique devient indispensable. Et il y a quand même beaucoup trop de gens qui aujourd'hui sont pas à l'aise pour ces nouveaux usages, et c'est un facteur d'exclusion qui est considérable. On va chercher également à sensibiliser aux enjeux du numérique. Voilà, on voit bien que beaucoup de gens, même s'ils savent utiliser leur smartphone, ne comprennent pas forcément quelles en sont toutes les implications, que ce soit au niveau de la gestion de leurs données personnelles, des questions autour de la cybersécurité, de la gestion, de la maîtrise des réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a plein de questions aussi sur lesquelles il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Et enfin, le troisième volet, c'est chercher à rendre les gens plus autonomes dans leur capacité à réaliser des démarches en ligne, et en particulier des démarches administratives. Alors, on a un gros volet au sein des programmes de l'ANCT qui est aussi de réimplanter des services physiques au plus près des populations avec les maisons France Service. Voilà, mais le pendant de ça, c'est de rendre les gens
de plus en plus en capacité de faire par eux-mêmes. En tout cas, pour ceux qui en sont capables. On sait bien qu'il y a aussi des gens pour lesquels ça restera de toute façon compliqué et qu'il faudra accompagner. Donc, on a également ce volet, notamment au travers du service Aidant Connect que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, mais pour tous ceux qui peuvent acquérir plus d'autonomie dans leur démarche en ligne, on va chercher à les rendre plus autonomes. Donc on est globalement dans une approche qui est de faire monter en compétence tous les Français dans leur maîtrise des outils numériques, et avec cette idée qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui maîtrisent le numérique versus ceux qui en sont exclus. Il y a en réalité toute une gradation de situations avec des gens qui sont à l'aise pour, par exemple, même des jeunes qui peuvent être à l'aise pour faire du Snapchat sur leur mobile, mais pas forcément pour faire une démarche administrative, quoi. Et là aussi, on a une problématique de montée en compétences, de formation. Et donc, les conseillers numériques, les 4000 qu'on va déployer sur tout le territoire, ils vont animer des ateliers, ils vont animer des activités d'initiation au numérique dans différents lieux, dans des mairies, dans des espaces français services, bien sûr, mais également dans des bibliothèques, ça peut être également sur des marchés, dans des locaux commerciaux, voilà, dans tous les endroits où finalement les Français vont dans leur quotidien et peuvent être confrontés aujourd'hui au numérique. Alors, juste rappelez-nous, combien vous comptez d'avoir de conseillers numériques? Quel financement vous mettez pour toutes les collectivités? Est-ce que c'est les collectivités qui embauchent le conseiller numérique ou est-ce que c'est vous? Voilà, administrativement, comment ça fonctionne? Alors, je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est vrai que pour les collectivités, c'est quelque chose. Peut-être qu'Arnaud Robinet nous dira quelque chose après, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc combien? 4000 sur toute la France. C'est ouvert alors, prioritairement aux collectivités territoriales. On a également prévu dans un second temps la possibilité d'avoir des conseillers numériques qui soient portés par des structures associatives ou de l'ESS. C'est soutenu à hauteur pour les collectivités territoriales, 50 000 € par conseiller sur 2 ans. Donc c'est grosso modo un SMIC sur 2 ans. Après, la collectivité peut, si elle le souhaite, compléter, aller au-delà, que ce soit au niveau du salaire ou dans la durée. Et on prend par ailleurs également en charge 100% des frais de formation initiale au continu avec une formation certifiante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, on n'a pas voulu juste placer des gens comme ça sans vraiment s'assurer qu'ils avaient les compétences pour faire de la formation. On a bien une phase initiale qui dure 3 mois, voilà, dans le cas standard, pour s'assurer que la personne elle a tout ce qu'il faut, elle a tout le bagage pour former les Français au numérique, et en plus ça lui donne une certification. Donc ça veut dire qu'ensuite derrière c'est quelqu'un qui pourra se définir un parcours professionnel, soit toujours dans le domaine de la médiation numérique, soit en allant vers d'autres horizons. Enfin, on voit bien qu'autour de ces sujets de numérique, de toute façon, bon, voilà, il y a du pain sur la planche et il y a des opportunités pour quand même beaucoup d'années. Donc, on est aussi vraiment en train de construire un avenir professionnel pour les conseillers numériques qu'on recrute, enfin, ou plutôt que les collectivités territoriales recrutent, puisque pour répondre à votre question, ce sont les collectivités territoriales qui recrutent. Voilà, et nous, on a une convention qui est d'ailleurs mise en place par notre partenaire, qui est la Banque des Territoires, pour venir subventionner la collectivité territoriale dans sa démarche et évidemment préciser tout le cadre de mise en place du conseiller numérique. Et donc, si vous êtes intéressé par le recrutement de conseillers numériques, voilà, il y a une plateforme qui est conseiller-numérique.gouv.fr où à la fois on peut en tant qu'individu candidater pour devenir conseiller numérique et en tant que collectivité territoriale faire part de son souhait
de recruter des conseillers. Et puis, dans un deuxième temps, c'est aussi une plateforme qui nous permettra de faire le matching, la rencontre, pardon, entre les candidats et les recruteurs en fonction notamment du périmètre géographique qui a été indiqué par les conseillers. C'est ouvert à différents niveaux de collectivité et donc pour s'assurer qu'il y ait une cohérence dans la manière dont les conseillers sont affectés, qu'on n'a pas de trop gros trous dans la raquette, que tout ça fait du sens par rapport aux enjeux et aux priorités sur les territoires. On demande aussi aux préfets de nous donner leur avis sur les demandes qui sont formulées par les collectivités territoriales, de nous faire part éventuellement des endroits où ils pensent qu'il y aurait besoin de susciter des vocations, etc., etc. Voilà sur les grands points sur le mode d'emploi pratique. Et voilà, et on est évidemment à votre disposition pour répondre, rentrer plus dans le détail et répondre à des questions plus précises. Renaud, peut-être on laisse la parole à Arnaud Roubinet. Une question, les associations, est-ce qu'elles ont droit à ça? Je ne pense pas. Est-ce que une grosse collectivité comme par exemple la métropole Aix-Provence-Marseille ou la métropole du Grand Paris, est-ce qu'ils peuvent embaucher des conseillers numériques? Donc, sur la question de quel type d'acteur c'est ouvert, pour le moment, c'est ouvert aux collectivités territoriales, mais on prévoit aussi de laisser certains acteurs associatifs, par exemple, où il y a des acteurs associatifs liés aux maisons France Service, qui également peuvent être très pertinents pour porter ce type de conseillers numériques. Voilà, candidater, ils pourront être financés à hauteur de 40 000 €. Donc, ils peuvent se déclarer dès à présent sur le site, mais les collectivités territoriales sont prioritaires dans l'attribution. Donc, pour le moment, on attribue uniquement à des collectivités. Et sur votre deuxième question, oui, c'est ouvert à tout type de collectivité. La réserve étant effectivement qu'on veille quand même à s'assurer qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, on ne va pas mettre tous les conseillers uniquement sur la grosse métropole parce que ce n'est pas forcément là où sont les besoins les plus critiques, ou en tout cas, il peut y avoir des besoins très critiques également à côté. Voilà, donc on est soucieux aussi de cet équilibre territorial et en particulier de s'assurer que les collectivités qui ont moins de moyens soient bien embarquées également dans le dispositif. Voilà, et ça peut être aussi en association avec des collectivités de plus haut niveau, un département par exemple. Monsieur Roger, une question juste sur la possibilité ou non de cumuler les aides pour une petite ville de demain qui aurait d'un côté une aide pour financer le recrutement d'un animateur du projet centre-ville et puis de l'autre côté une aide pour justement avoir un conseiller numérique. Est-ce que les deux sont totalement compatibles ou on doit faire un choix? Il faudrait regarder un peu au cas par cas. Bon, ce qui est sûr, c'est que de manière générale, il ne peut pas y avoir de surfinancement et voilà. Et après, là, on vient financer quelque chose de nouveau. Donc, on ne vient pas rajouter du financement par rapport à un emploi qui existe déjà ou voilà. Mais après, sinon, effectivement, il faut que la collectivité boucle son financement, surtout s'il va au-delà de ce qu'on met en place de notre côté. Donc, voilà, on peut regarder les choses au cas par cas. Okay. Très bien.
Pierre, je ne sais pas si nous avons le temps de parler aussi un peu du CRTE ou si nous passons à d'autres... Non, on va passer tout à l'heure, mais peut-être Arnaud Robinet, si vous avez... Non, je te remercie Pierre, mais en tout cas les questions ou les interrogations que j'avais ont été posées, c'est sur la question des collectivités, quel type de collectivité, alors EPCI commune, mais je dirais en termes d'importance de taille, s'ils étaient toutes concernées par ce recrutement ou cet accompagnement ou ce soutien financier d'État pour recruter des conseillers numériques, ou est-ce que cela s'adressait uniquement, par exemple, aux collectivités ou aux communes, villes qui sont déjà dans le dispositif tels que les actions cœur de ville, à titre d'exemple. Voilà, la ville de Reims, par exemple, n'est pas concernée par Action cœur de ville parce que nous sommes trop importants, trop gros, et je me demandais si ce dispositif avait les mêmes critères qu'Action cœur de ville, à titre d'exemple. Vous avez donné la réponse. Ensuite, est-ce qu'il y a possibilité de mutualiser ce recrutement, par exemple pour une collectivité, avec une association de commerçants? Une association, par exemple, les vitrines de telle ou telle ville. Alors, la mutualiser sous quelle forme? Est-ce que ça peut, par exemple, alors la mutualisation, oui, elle peut être sous deux formes, mais par exemple, est-ce que ça peut être la collectivité qui fasse sa demande pour une association? Là, c'est vraiment la collectivité qui porte. Alors après, elle peut le faire en lien avec une association. Et évidemment, nous, les conseillers numériques, enfin, voilà, l'approche, elle est très pragmatique. Et donc, il faut qu'il soit vraiment en lien avec les différentes politiques publiques, avec les différents acteurs de territoire. Et donc, si il y a un partenariat entre la collectivité et une association qui fait du sens et qui permet, tout en respectant évidemment le cadrage des missions qui sont ceux des conseillers, d'avoir des approches un peu originales, de faire du lien entre des commerces de centre-ville et des questions de montée en compétences numériques, pourquoi pas? Mais voilà, mais c'est bien la collectivité qui endosse la responsabilité et qui est le chef de projet quelque part dans la manière dont le conseiller est mobilisé. Est-ce que quelque part c'est un peu la garantie que c'est bien fait en prise avec les priorités de politique publique qui sont les vôtres, quoi. Oui. C'est quand même ça qui est le moteur. Non, mais c'est très bien. En tout cas, je salue cette initiative de l'État de soutenir les collectivités. On le voit, ça s'inscrit aussi dans cette tendance, alors même si j'aime pas trop le terme, de Smart City, parce qu'on met tout et n'importe quoi dans ce terme de Smart City, où on inclut bien sûr le numérique, notamment au service de la population. Et les types de conseillers numériques peuvent accompagner les collectivités pour faire de la pédagogie auprès de la population, parce que le vrai sujet aujourd'hui des collectivités qui s'engagent dans le développement numérique, c'est de faire comprendre à nos concitoyens l'utilité au quotidien du numérique dans leur vie de citoyens. Donc c'est vrai qu'on peut le prendre de deux façons, les transformations des collectivités pour le service à la population, mais également bien sûr l'accompagnement pour diverses structures associatives telles que nos commerçants. Renaud, on peut peut-être passer aux premières questions. Oui, on passe. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui. Ok, on vous écoute alors. Ah. Constant. Oui, on n'entend personne. Bon, ben, vous aviez quelque chose. Alors, peut-être que Constant, vous n'avez pas ouvert le micro. Non, parce qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, on vous entend. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, on a une question qui s'intéresse notamment à la couverture de cette démarche avec les conseillers numériques, à savoir, voilà, est-ce que les 4000 conseillers pourront couvrir donc les 35 000 communes?
Effectivement, mathématiquement, on peut se dire que 4000 et 35 000, c'est voilà, c'est effectivement pas le même chiffre. Après, l'idée quand même de ces conseillers, c'est qu'ils aient une forme de mobilité, quoi. C'est-à-dire, ils sont pas dans la bibliothèque de telle commune toute la semaine et surtout ils en sortent pas. Au contraire, quoi. On veut qu'ils bougent. On veut qu'ils puissent aller un jour sur la place du marché de la commune A et le lendemain dans la France Service de la commune B. Donc ça, après, ça appelle localement à voir quelle est l'organisation qui est mise en place pour permettre que justement il y ait ce partage entre différentes communes. Voilà, mais c'est vraiment ça qu'on souhaite construire avec les conseillers numériques. Et c'est ça qui permet de réconcilier le 4000 versus 35 000. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Alors, une autre question, mais qui, peut-être qu'après on peut en déduire aussi en fonction des différents process de développement du projet. Si on a éventuellement une date plus précise sur la prise de fonction des conseillers numériques sur un déploiement national. Alors, ça va démarrer là maintenant très vite, puisque on a donc là identifié, on est dans la phase vraiment de validation des premiers conseillers qui pourront être soutenus. Les marchés de formation pour la formation initiale sont également prêts. Et donc là, dans les toutes prochaines semaines, on va pouvoir recruter, valider leur recrutement et former les conseillers numériques. Et d'ailleurs, parmi ceux-ci, il y en a certains qui ont déjà une expérience dans la médiation numérique, donc pour lesquels la formation pourra être plus légère. Voilà, et donc ça veut dire que là, d'ici à peu près un mois, on aura les premiers conseillers numériques qui vont commencer à être déployés. Et notre objectif, c'est d'être en juillet à peu près 1 millier de conseillers numériques déployés. Donc on est vraiment, de toute façon, c'est un peu la philosophie de ce plan de relance, c'est vraiment d'avoir un effet coup de poing, d'aller vite. Voilà, donc on va commencer à déployer là très prochainement. Merci beaucoup. C'est toutes les questions que j'ai pour le moment. Ok. Merci beaucoup. Je crois que vous aviez autre chose à présenter peut-être rapidement. Je vais vous en dire juste 2 mots, parce qu'effectivement, ouais. Je sais que vous avez d'autres sujets ce matin et j'ai déjà été très long. Les CRTE, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un CRTE, voilà, mais il y a 800 CRTE qui sont en train d'être construits un peu partout en France, donc qui sont ces contrats de relance et de transition écologique et une nouvelle forme de contractualisation qui permet d'inscrire notamment les moyens de la relance dans des projets de territoire. Mon message, c'est simplement n'oubliez pas le volet numérique dans les CRTE, parce que c'est vrai qu'ils ils mettent en avant la transition écologique, on peut penser à plein de politiques publiques qui peuvent être impactés également par le numérique. Et donc, voilà, nous on pense que c'est vraiment important de se dire en quoi cette arrivée du numérique dans plein de problématiques territoriales, ça change la donne, et en quoi je peux repenser mon projet de territoire et mes projets à l'ère du numérique et en intégrant disons, la vision de mon territoire dans une feuille de route qui traite bien l'ensemble des questions liées au numérique dans les territoires aujourd'hui. Voilà. Mais on est bien sûr à votre disposition s'il y a des sujets spécifiques là-dessus que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez échanger, que vous souhaitez creuser pour en reparler voilà, dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, monsieur le directeur, parce que c'était fort intéressant. L'association Centre-Ville en Mouvement tient vraiment à vous remercier, parce que je pense que toutes les aides que peuvent apporter l'État
dans cette période un peu difficile pour les centres-villes est très importante. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, monsieur Roger. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a écouté. Merci beaucoup, monsieur Roger. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt toutes ces propositions et surtout, je pense que chacun s'est mis aussi dans un planning relativement serré pour répondre déjà à cette opportunité de la grande consultation qui est, je le rappelle, hein, jusqu'au week-end prochain. Nous n'avons qu'une semaine pour répondre, quel que soit que vous soyez ville, interco, PCI ou même association. Comme l'a dit monsieur Roger, vous pouvez proposer vos idées, vos besoins en matière de transition numérique sur vos territoires, donc jusqu'à dimanche prochain, donc sur le site de l'incubateur, avec donc des propositions plus ou moins détaillées. On n'est pas dans un appel à manifestation d'intérêt compliqué et lourd à remplir, on est vraiment dans quelque chose de relativement simplifié, donc n'hésitez pas à le faire. Et au bout de quelques mois, donc après un travail d'analyse de la NCT, donc les services reviendront vers les collectivités et toutes les personnes qui auront fait leurs propositions, avec une sélection d'idées qui seront retenues et qui seront ensuite accompagnées par les développeurs et les services sur un plan à la fois d'ingénierie et en même temps sur un plan financier pour mettre en œuvre les idées ou les opérations retenues. Voilà, donc n'hésitez pas à contribuer à cette consultation. Je le rappelais juste, hein, c'est immédiat, hein, il ne reste plus que quelques jours, donc profitez des 3 jours qui restent de la semaine. Merci encore, monsieur Roger. Je vous propose d'accueillir maintenant notre deuxième invité. Est-ce que monsieur Roger peut quitter le diaporama qu'il a mis en place? Voilà. L'écran partagé. Merci beaucoup. Voilà, donc chers amis, nous accueillons maintenant notre deuxième invité, monsieur Michael Scrisi, qui est le chef du pôle développement et ingénierie de l'agence du service civique et qui va nous parler de ce qu'il est prévu de faire en matière aussi de transition numérique du côté de cette force vive des jeunes qui ont décidé de servir des enjeux d'intérêt généraux dans le cadre de leur début de vie bien souvent, et ces jeunes qui sont souvent bien placés pour parler du numérique puisqu'ils sont tombés dedans tout petits, si je puis dire. Donc là, nous avons, bon, pas encore forcément des propositions très concrètes, bien que on va le voir, mais aussi surtout une dynamique et des idées pour avancer et aider les territoires. On vous écoute, donc monsieur Scrisi. Bonjour à tous. Est-ce que vous souhaitez peut-être que je fasse un rapide rappel sur le service civique, peut-être sur les fondamentaux? Je ne sais pas si tout le monde est tout à fait clair sur le sujet. Du coup, je vous propose de faire une présentation assez rapide. Donc, le service civique, hein, très rapidement, c'est une politique jeunesse d'engagement, c'est un dispositif de volontariat, et dans l'idée que les jeunes s'engagent au service de l'intérêt général. Donc, le service civique, c'est pas en tant que tel un dispositif d'insertion professionnelle ni un dispositif de formation. Par contre, effectivement, les jeunes qui s'engagent, évidemment, vont valoriser leur expérience de volontariat pour leur parcours futur, mais on est bien initialement dans une politique jeunesse. Le service civique, donc, c'est pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans en situation de handicap, sur des missions qui sont dans des champs d'intérêt général. Culture, sport, mémoire, citoyenneté, éducation pour tous, inclusion, etc. etc. Bon, il y a un champ relativement large, on est bien sur des missions d'intérêt général qui peuvent être donc se dérouler dans le secteur associatif, au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics et administrations d'État. Donc on est sur des missions qui sont de 6 à 12 mois. Et en moyenne, aujourd'hui, en 2021, on est plutôt sur des missions de 8 mois, mais on a un panachage de missions plus ou moins longues et plus ou moins courtes. On est sur une durée hebdomadaire de mission de 24 à 35 heures par semaine, et donc avec un statut valorisé et encadré de volontaire. Peut-être très rapidement, pour donner encore quelques éléments d'introduction, donc les volontaires aujourd'hui sont indemnisés à hauteur de 480 € directement versés par l'État. Il reste à la charge des organismes d'accueil 107,58 € pour être très précis, qui représentent la prestation de subsistance et qui a vocation à couvrir un certain nombre de frais d'hébergement, nourriture, etc. pour les volontaires. Par ailleurs, et c'est peut-être le dernier point pour faire vraiment l'introduction très rapide,
Aujourd'hui, donc au-delà de cette prise en charge par l'État du cœur de l'indemnité des volontaires, l'organisme d'accueil est financé à hauteur de 100% pour tout ce qui est formation civique et citoyenne, qui fait partie du parcours des volontaires, et la formation au premier secours, qui fait également partie de la formation des volontaires, est remboursée à hauteur de 60 € par l'État. Et par ailleurs, un point important, il y a, mais peut-être on pourra y répondre dans des questions plus tard, toute une prise en charge de la formation des tuteurs et de l'accompagnement par les collectivités, les associations, grosso modo les organismes d'accueil, pour accompagner et tutorer les volontaires, et donc via des marchés de formation qui sont intégralement financés par l'État. Donc voilà, très rapidement, une introduction. Je ne sais pas, peut-être s'il y a déjà des questions ou si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail de ces différentes missions. Sachez qu'on est donc sur des missions d'engagement, sur tous les champs que j'ai cités. Donc il y a un champ très très large. Le volet numérique qu'on va évoquer, c'est effectivement une partie de l'intervention des volontaires. Et là, je vous donnerai quelques exemples de collectivités, de missions qui peuvent avoir lieu dans les collectivités ou dans avec d'autres acteurs. Et par ailleurs, on vous le transmettra certainement, je pense, à l'issue de ces échanges. Nous avons sur le site du service civique un certain nombre d'éléments, plaquettes, communication, sur des exemples de missions qui peuvent avoir lieu au sein des collectivités sur à peu près tous les champs que j'ai cités. Donc ça peut aussi donner un certain nombre d'éléments d'idées, de suggestions, de préconisations pour pouvoir développer largement le service civique, au-delà peut-être du sujet numérique qui nous intéresse ce matin. Sur le volet numérique, aujourd'hui, la principale intervention des jeunes, on va être sur le champ, je vais dire, assez large de l'inclusion numérique. Donc on va avoir un certain nombre de missions dans différents secteurs d'activité où les jeunes vont jouer le rôle de médiateur vis-à-vis du grand public, par exemple, pour pouvoir aider les citoyens, les habitants dans la prise en main des démarches de services en ligne, dans l'utilisation d'un certain nombre de procédures démarches de demande d'aide, des démarches au sein des CCAS, au sein des mairies. On va avoir aussi beaucoup d'inclusion numérique au sein des établissements type foyer logement pour personnes âgées, là aussi, en lien avec les collectivités, les CCAS, avec d'autres acteurs associatifs par ailleurs que nous connaissons. On va avoir un certain nombre de missions d'inclusion numérique dans les services de Pôle emploi, par exemple, qui existent aujourd'hui. On a grosso modo environ 10 000 volontaires en 2019, et un petit peu moins en 2020, évidemment, avec la crise sanitaire, qui ont traité sur ces sujets-là. On a donc plutôt de médiation, d'inclusion numérique, de lutte. Alors on a aussi, je le citais avec les foyers de logement pour personnes âgées ou les EHPAD, on a donc une part de l'activité des jeunes qui couvre tout ce qui est isolement géographique, personnel, cognitif, et toutes les solidarités intergénérationnelles les problématiques que l'on peut trouver dans ces secteurs-là. Donc on a un certain nombre aussi d'actions menées par les jeunes au sein des établissements scolaires, donc parfois portées par l'éducation nationale, pour traiter et promouvoir un certain nombre de bons usages des réseaux sociaux auprès des jeunes dans les écoles, auprès des différents acteurs de l'éducation nationale. Pour vous donner un très rapide panorama des missions qui sont plutôt sur le champ de l'inclusion numérique, à destination du grand public, des personnes âgées, des jeunes, voire dans le secteur voire avec les étudiants, hein, je ne l'ai pas cité parce que c'est un autre acteur également, mais sur les campus étudiants, donc à la fois du primaire sur le secondaire jusqu'au supérieur. Donc voilà, on a un champ aujourd'hui de missions dans ce champ de l'inclusion numérique qui est plutôt orienté en direction du grand public, plutôt orienté sur la lutte contre l'isolement, mais on peut imaginer d'autres missions derrière, plus larges, et qui permettent si vous voulez, de rajouter un lien avec le public, les habitants, les citoyens, etc., au sein des différentes collectivités. Voilà pour peut-être une première introduction assez rapide de ce qu'est le service civique et des champs de développement que l'on peut avoir.
C'est passionnant ce que vous dites, Miguel, parce que c'est vrai que on voit bien hein, au niveau de la jeunesse, il y a quand même une détresse importante au niveau de la jeunesse dans cette période de crise. Et si on peut contribuer les collectivités à aider les jeunes dans le cadre du service civique, tant mieux. Vous dire également qu'on essaye de travailler peut-être pour une homologation, pour regarder, par exemple, on parlait des marchés, comment arriver d'abord sur la population, à travailler avec la population, pour leur dire également tous les outils qui sont en place. Et par exemple, les collectivités ont investi énormément sur tout ce qui est plateforme, échange pour le centre-ville, qu'est-ce qu'il y a dans le centre-ville, qu'est-ce que l'on peut faire notamment aussi avec les artisans, les producteurs locaux, etc., etc. Et ça, c'est pour nous très important. Donc, il y a un travail qui est fait. Je pense que là, dans les jours ou les semaines qui viennent, on va pouvoir définir le bon profil qu'on pourra mais ça peut être vous communiquer, mais ça peut être aussi complémentaire avec cette personne dont on parlait tout à l'heure qui est en charge du numérique, d'aider à numériser. Voilà, et c'est vrai que sur le marché, si vous avez des gens en tenue et qui discutent de tous les outils qu'ils peuvent avoir, ça peut être vraiment intéressant. Et puis même, on a certaines collectivités qui vont créer, je pense, des maisons du numérique qui permettra aussi à des gens de venir directement dans cette maison pour se former, pour regarder, pour les aider à faire leur déclaration d'impôt sur le net, etc., etc. Je le disais peut-être très rapidement, effectivement, il y a des missions de ce type-là. On parlait des missions France Service, des maisons France Service par exemple également. Donc en fait, dans l'aide à l'utilisation des services publics, notamment avec un volet numérique qui est de plus en plus important. Donc là, on peut avoir des jeunes en service civique qui peuvent aider à faire de la médiation numérique dans l'usage de ces outils-là. Et donc on sera moins sur effectivement des fonctions techniques comme le présentait la NCT tout à l'heure, où là on aura des conseillers techniques numériques par exemple qui sont des vrais spécialistes du domaine. Là on est plus sur de la médiation, et puis on a des profils de jeunes qui s'engagent, qui sont extrêmement divers, mais ils sont, on peut le dire, globalement relativement à l'aise avec l'usage des outils, même si ce ne sont pas des professionnels. Par contre, ça permet de faciliter la médiation avec des citoyens, y compris d'ailleurs des jeunes, hein, tous ne sont pas forcément de grands spécialistes de l'usage du numérique, et donc ça permet d'avoir un travail de pair à pair ou avec les citoyens sur l'usage de ces outils. Et notamment, et c'est ce qu'aujourd'hui, qui est déjà en place d'ailleurs déjà dans des collectivités, mais également avec les services publics de l'État, de médiation et d'usage des services publics numérisés avec le grand public. Alors là, voilà, on parle d'un sujet qui est une partie de l'activité. Sachez que les missions de service civique, ça c'est pour un... j'en profite, mais c'est pour un... Je le disais tout à l'heure, hein, on est sur des champs assez larges. Et les missions dont je parlais, elles s'inscrivent dans une activité un peu plus large, où on a à la fois de la médiation numérique, de la sensibilisation, vous parliez tout à l'heure des marchés, au circuit court, à la nutrition, à la promotion des gestes de santé. Enfin, on peut imaginer extrêmement, beaucoup de missions différentes, avec une grande variété d'activités, ce qui aussi permet de proposer des missions intéressantes aux jeunes et de susciter un petit peu leur souhait d'engagement. C'est aussi un élément qui est important, surtout dans cette période-là, et donc d'à la fois de proposer des missions intéressantes et de pouvoir toucher un grand nombre de volontaires. Sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en termes un peu des principes sur le service civique, on s'adresse, et c'est un des principes fondamentaux, à tous les jeunes. Donc il y a un souci de mixité, d'accessibilité, et donc que les missions puissent être prises en main par les jeunes les plus larges, quel que soit leur profil. Alors, et bien évidemment, les structures d'accueil peuvent les former, leur présenter les dispositifs, leur expliquer comment fonctionne la structure, la collectivité, mais l'idée étant de pouvoir mixer le plus possible à la fois des jeunes peu diplômés, des jeunes plus diplômés, et de garantir un peu ce mélange dans ces missions d'engagement.
Et donc voilà, l'inclusion numérique, c'est un des volets intéressants, et donc notamment dans cette phase de lutte contre l'isolement, dans les territoires ruraux également. J'en profite, hein, j'en parle rapidement, mais vous avez peut-être eu l'information par ailleurs. L'agence du service civique a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui permet de financer des projets de développement de services civiques dans les territoires ruraux. Alors c'est beaucoup plus modeste que les projets de la NCT, mais pour les EPCI notamment qui cherchent à développer des missions de service civique, peut-être dans le champ des services numériques par exemple, donc l'agence lance une expérimentation au sein de 15 départements. On pourra vous envoyer les éléments par la suite, pour financer, au-delà de ce que j'ai présenté, la construction d'un projet d'accueil de volontaires et de missions dans les territoires ruraux, pour pouvoir un petit peu développer à la fois l'accueil de jeunes qui vivent dans les territoires ruraux, mais aussi développer de l'activité dans ces territoires-là. Donc on est bien sous ce double prisme. Très bien, fort intéressant. Peut-être en 2 mots, c'est vrai que nous, l'association Centre-Ville en Mouvement, alors, on est des élus, des parlementaires qui essayons de chercher les moyens pour arriver, mais on n'y arrivera sans doute pas, ou peut-être il faut qu'on regarde de quelle manière. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les villes, les agglos ont investi énormément sur le côté numérique. Je vous donne l'exemple de Nantes qui a mis 2,7 millions d'euros et qui a fait en 2020 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ou Lille, alors ils sont passés par Google, 700 000 euros, et le truc vient d'être abandonné parce que les commerçants ne jouaient pas le jeu. C'est comment on arrive à ce que les commerçants puissent être sensibilisés par tous les outils qu'ils peuvent avoir. Donc là, pour l'instant, c'est un secteur un peu marchand, donc c'est pas possible d'avoir des services civiques, mais je pense qu'il y a une réflexion. Il y a peut-être que c'est peut-être le client aussi, hein, on l'a vu sur le portage à domicile, quand c'est médiatisé et tout, eh ben les gens disent ah bah vous faites pas le portage à domicile, vous commerçants, vous faites pas ça, et voilà, et c'est comme ça que ça marche. Donc la demande peut venir également du consommateur, de l'habitant de la ville. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Constant, par rapport à ça? Rebonjour. Oui, donc justement, on avait une question hein, qui s'adressait, enfin Pierre, comme vous venez de le rappeler, avec un peu les petits, on va dire les petits blocages que ça peut comprendre. Une personne qui demandait du coup si ces services civiques pouvaient s'adresser et accompagner les artisans commerçants directement. Donc voilà, on vient de plus ou moins répondre à cette question. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme question. Peut-être Renaud, Arnaud Robinet, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, moi je salue, je sais que l'expérience qui est la mienne, on travaille beaucoup avec le service civique. Et c'est vrai que encore une fois, cette pédagogie, en tout cas cette médiation auprès d'un public qui soit jeune ou moins jeune, et notamment dans certains quartiers prioritaires de la ville, il faut aussi le dire, nous avons besoin bien sûr de, je cherche l'expression ou le terme, besoin d'un accompagnement justement à l'utilisation du numérique. On le voit aujourd'hui, tu l'as dit Pierre, les villes, agglomérations ou autres ont beaucoup évolué sur le domaine, multiplient bien sûr les dispositifs qui utilisent du numérique, sans parler bien sûr des services de l'État. Et donc, je sais que nous utilisons en tout cas nos maisons de quartier également pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement à la population pour les accompagner à l'utilisation du numérique pour leur démarche administrative.
Et on peut le faire aussi, nous le voyons avec l'Office du tourisme, notamment en direction des hôtels, des restaurants, dans le cadre de formation pour les accompagner à l'utilisation du numérique. C'est des choses donc dont nous avons besoin, ça c'est très clair. Alors, je pense également que là, nous venons d'avoir deux interventions très intéressantes avec beaucoup de réalisme et d'engagement qui donc accompagnent la transition numérique. Donc pour la NCT, ça s'inscrit dans le plan de relance et pour l'agence civique, c'est dans ses gènes. Donc dans un objectif d'intérêt général, d'accompagner cette transition auprès de l'ensemble des cibles qui sont concernées. Et c'est vrai que les cibles, quand on travaille sur le centre-ville, on a tendance à se focaliser sur les commerçants et artisans. Bon, je pense que la transition numérique telle qu'elle nous a été présentée ici avec l'ensemble de ces actions, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, l'offre et la demande. Et quand on va dire dans la demande, on va penser aux consommateurs, on va penser aux personnes âgées, etc. On va penser à toutes les populations qui sont un petit peu déconnectées, entre guillemets, des fois physiquement, parce qu'elles sont dans un milieu rural ou alors pour des raisons de niveau social ou de niveau même d'handicap. Et il y a la demande, mais il y a aussi l'offre. Et dans l'offre, donc, il y a les grandes entreprises qui ne nous ont pas attendus pour évidemment se digitaliser. Et puis l'ensemble des services publics, ça a largement été évoqué par Monsieur Roger tout à l'heure. Donc c'est un volet très important, hein, donc la transition numérique des collectivités. Et enfin, on y arrive, les commerçants et les artisans. Mais là, il faut dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Je crois qu'il est bon de rappeler que les chambres consulaires, que ce soit la chambre des métiers comme les CCI, sont là aussi pour accompagner leurs ressortissants, leur public direct sur cette transition numérique. Ils font beaucoup, les chambres consulaires, donc pour former et accompagner les commerçants, les petits commerces, les artisans. Donc il y a énormément de formations, d'accompagnement sur leur terrain qui sont développées et qui sont d'ailleurs proposées dans le cadre de conventions aux collectivités, dès lors que les collectivités aussi s'attellent à ce sujet de la transition numérique de leurs petits acteurs de l'économie de territoire. Voilà, donc là, ce n'est pas prévu à l'agenda, mais bon, je profite de l'occasion pour rappeler que pour toutes les collectivités qui souhaitent s'engager aussi dans la formation et l'accompagnement de leurs commerçants et artisans, il y a bien aussi ces chambres consulaires qui sont dans les territoires et qui sont là pour ça. Juste avant de clôturer, que ce soit Mickaël, Arnaud et Renaud, vous dire que, bien entendu, vous allez recevoir l'ensemble des PowerPoint qui vont être mis à disposition, ce qui a été. Et puis, les interventions des uns des autres ont été enregistrées. Donc, bien entendu, que nous allons faire un replay de l'observatoire et que vous pourrez le regarder autant de fois que vous voulez ou en parler à vos collègues dans des collectivités. Peut-être un petit mot, Mickaël, et après à Renaud, et puis Renaud finira. Écoutez, l'agence, alors sur les territoires, les certain nombre de collectivités, vous le savez, a des référents qui se trouvent aujourd'hui dans les services de l'éducation nationale, qui sont vos interlocuteurs premiers pour le développement de missions de service civique, voire d'agrément si les collectivités n'accueillent pas déjà. Donc ces référents-là sont déjà très investis. Les collectivités font globalement partie, au-delà du sujet de l'inclusion numérique ou du numérique, comme des organismes que l'on souhaite, avec lesquels on souhaite prioritairement travailler. Donc n'hésitez pas à contacter, à rejoindre les référents sur vos territoires qui pourront donc vous accompagner dans l'éventuel développement de missions au-delà du cadrage national dont Pierre parlait, ce que là on est en train de travailler. Mais effectivement, c'est ce que vous disiez Pierre tout à l'heure, c'est un cadrage qui propose un certain nombre d'activités sur lesquelles on travaille. Et par ailleurs, évidemment, les collectivités ont toute latitude pour développer d'autres missions dans ce champ-là ou dans d'autres. Et donc c'est un petit peu, je profite de l'occasion pour passer cet appel-là, avec donc les référents qui sont mobilisés sur le terrain pour vous accompagner dans la mise en place de projets d'accueil de volontaires de service civique sur vos territoires.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, je vous remercie beaucoup, Monsieur Scrisi. Je remercie Monsieur Roger également et vous tous qui avez assisté en nombre aujourd'hui à ce webinaire sur la transition numérique dans le cadre du plan de relance. Donc, on a beaucoup parlé de transition numérique avec peut-être un focus un peu plus large que le seul centre-ville, mais l'ensemble des territoires qui ne s'arrêtent pas aux frontières d'un centre historique ou d'un centre-ville, c'est bien le territoire dans son entièreté qui est en jeu et le redéveloppement de notre économie locale en France. Donc on attend ça avec impatience et on a évidemment des très bons signes, des voyants verts qui commencent à clignoter. On espère que d'ici quelques mois, la reprise sera là. Je vous remercie encore à tous pour votre écoute et votre participation et je vous dis à très bientôt. À toi, Pierre. Alors, peut-être Arnaud va clôturer puisque tu es le premier vice-président de l'association Centre-Ville en Mouvement. Oui, mais... et vous dire quand même un chiffre, 9 Français sur 10 sur le dernier baromètre qu'on a fait des attentes des consommateurs de centre-ville, baromètre fait par l'Institut CSA et Claire Chanel. On voit que 9 Français sur 10 disent que consommer en centre-ville, aller dans le centre-ville, est un acte citoyen. Moi, à mon avis, ça change énormément de choses. Merci Pierre, en tout cas merci à nos deux invités, à nos deux intervenants. Merci à Renaud, merci à toi Pierre et à travers toi toute l'équipe de Centre-Ville en mouvement parce que nous avons besoin de ces échanges. On voit que la vie d'une cité, qu'elle soit grande, petite ou moyenne, bien sûr, elle dépend de son tissu commercial, de la vitalité de ses commerces, de son centre-ville, bien sûr, mais également des commerces de nos différents quartiers et que les enjeux sont multiples, transversaux et donc c'est important que nous puissions échanger et avoir l'expertise d'experts sur différents sujets tels que nous avons pu l'avoir aujourd'hui sur le numérique. Donc un grand merci également à l'ensemble des participants et on se dit à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Au revoir, bonne journée. À bientôt. Et merci aussi à l'équipe parce qu'ils ont fait un boulot énorme. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.